Un Boeing 747 de la TWA assure la liaison New York-Paris. L'appareil explose soudain en plein vol, avant de plonger dans l'Atlantique avec plus de 200 personnes à bord. S'agit-il d'un tir de missile, d'un attentat ou d'une panne aux conséquences tragiques? Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui s'est passé à bord du vol TWA 800. États-Unis, New York. Aéroport JF Kennedy, 17 juillet 1996. La sécurité est omniprésente dans l'aéroport le plus fréquenté de New York. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de personnes passent ici et 1 millier d'avions décollent. Tous ces voyageurs sont les cibles potentielles d'une attaque terroriste. À l'époque, à Manhattan, le terroriste Ramzi Youssef comparaît devant le tribunal fédéral. Il est accusé d'avoir tenté de faire sauter le World Trade Center avec une camionnette remplie de 600 kilos d'explosifs, ainsi que d'avoir été le cerveau d'une attaque visant à tuer des centaines d'innocents à l'aide de bombes dissimulées à bord d'une douzaine d'avions américains. Un bon nombre des membres de la cellule terroriste de Youssef sont encore présents sur le territoire américain, et le FBI craint qu'ils ne passent à l'action. Le niveau d'alerte était très élevé aux États-Unis. Nous avions reçu de nombreuses menaces, des centaines. Deux étudiantes de Macon, en Géorgie, s'apprêtent à se rendre à l'aéroport Kennedy. Becky Olson a 20 ans. Depuis l'université, c'est la meilleure amie de Michelle Baker, 19 ans. Elles vont s'envoler pour Paris afin d'assister à un mariage, avant de parcourir l'Europe, sac au dos. Leurs parents ont donné leur autorisation. Elles étaient surexcitées à l'idée de partir. Ça allait être une aventure formidable. Elles pensaient que ce serait la plus belle chose de leur vie. Le vol lui-même devrait être mémorable. Le père de Michelle, Walter, a cumulé assez de points fidélité pour que les filles voyagent en première classe. À l'époque, la première classe, c'était quelque chose. Et on pensait qu'elles en profiteraient à l'aller comme au retour. 16h31. Le Boeing 747 qui assurera le vol TWA 800 à destination de Paris se pose sur la piste. En 25 ans, il a effectué plus de 16 000 vols. Les camions-citernes s'approchent pour faire le plein. L'équipe au sol envoie 114 000 litres de carburéacteur dans les 6 réservoirs d'ailes. C'est plus que suffisant pour rallier Paris. Le plus gros réservoir, le réservoir central, reste tel quel, presque vide. Près de Baltimore, dans le Maryland, Jamie Heard, 29 ans, termine son travail au garage familial. Vous pouvez la prendre mardi, ça va? Merci beaucoup, au revoir. Depuis son embauche, 2 ans plus tôt, il a informatisé le garage pour son père, Jim. Il nous a fait entrer dans le monde moderne et sortir de notre Moyen-Âge. Jamie s'envole pour Paris pour retrouver sa petite amie, Hope, qui participe à un échange universitaire. Ce sera son premier séjour en Europe. Depuis l'aérogare 5 de l'aéroport Kennedy, Michelle Baker appelle sa mère pour lui demander conseil. La TWA offre une compensation financière aux passagers qui accepteront de prendre un vol ultérieur. Tu crois qu'on devrait prendre le vol suivant? Ça pourrait valoir le coup. Les deux jeunes filles hésitent. Elles ne veulent pas perdre le bénéfice de leur surclassement gratuit, mais un peu d'argent est toujours le bienvenu quand on est étudiant. 18 heures. 212 passagers embarquent à bord du vol TWA 800. Le décollage est prévu à 19 heures. Jamie Heard est parmi eux. Dans 8 petites heures, il retrouvera son amie Hope.
Le commandant de l'équipage s'appelle Steven Snyder. Avec 4700 heures de vol sur Boeing 747, c'est un des pilotes les plus expérimentés de la TWA. Il aura à ses côtés le commandant Ralph Kevorkian, lui aussi à la TWA depuis de longues années. À 19 h, le commandant Snyder et son équipage sont prêts à décoller. Mais il y a un petit souci. Un des passagers n'a pas embarqué, et ses bagages sont déjà dans la soute. En 1988, le vol Panam 103 avait explosé en vol au-dessus de la ville de Lockerbie, en Écosse, tuant 270 personnes. Les terroristes avaient réussi à placer en soute un sac contenant une bombe, sans monter eux-mêmes dans l'avion. Depuis, les appareils ne peuvent plus décoller avec un bagage en soute sans que son propriétaire ait embarqué. Le vol 800 est donc retardé, le temps de retrouver le passager manquant. À l'extérieur, la température est de 28 degrés et sur le tarmac, l'avion commence à chauffer. Les minutes passent. Le système d'air conditionné logé sous le fuselage rafraîchit l'atmosphère. 50 minutes s'écoulent. Toujours aucun signe du passager mystérieux. À 19h59, le personnel de la porte d'embarquement appelle l'équipage. TWA 800, désolé pour ce retard. Nous avons la confirmation que le passager est bien à bord et qu'il y est depuis le début. 20h19. Ralph Kevorkian actionne la manette des gaz du 747. Le vol 800 décolle avec 1h20 de retard. Le plan de vol de l'appareil va le mener à travers certains des couloirs aériens les plus encombrés des États-Unis et également lui faire longer la limite d'une zone militaire américaine. Lors des essais d'armement, c'est au contrôle aérien qu'il appartient de maintenir les avions à distance des espaces interdits. 20h31, le 747 monte dans le ciel du soir. Un pilote d'Eastwing Airlines, David McLean, est aux commandes d'un 737 à destination de Trenton, dans le New Jersey. Il repère le 747 devant lui. La nuit était belle, avec une bonne visibilité. Il y a beaucoup de circulation dans ce coin, donc il faut rester vigilant. Les aiguilleurs du ciel autorisent le vol 800 à grimper au niveau de vol suivant. TWA 800, tournez à gauche au cap 050. Contournement de circulation. Montons à 15 000. Équipage et passagers s'installent pour le vol. Quand soudain... Je me suis dit, il doit y avoir 200 à 300 personnes à bord. J'ai pensé à une bombe. « 12 minutes après avoir décollé, le vol TWA 800 se transforme en une gigantesque boule de feu. Au centre de contrôle aérien, le plot radar du vol disparaît des écrans. David McLean signale ce qu'il a vu. Nous venons de voir une explosion à environ 16 000 pieds. L'avion est tombé à l'eau. Les contrôleurs aériens essaient de joindre le vol 800 par radio. TWA 800, si vous recevez le centre, identifiez-vous. Pas de réponse. TWA 800, si vous recevez le centre, identifiez-vous. La terrible réalité commence à se dessiner. TWA 800, ici le centre. Un hélicoptère de la garde nationale aérienne qui participait à un vol d'entraînement se retrouve sous l'explosion. J'ai regardé par-dessus mon épaule droite. Le feu a explosé dans le ciel et est descendu comme un rideau, comme du napalm.
Des fragments d'avions commencent à pleuvoir autour de l'hélicoptère. Certains étaient encore en flammes, on les voyait rougeoyer. L'équipage de l'hélicoptère est en danger. Si des débris frappent le rotor, les militaires risquent à leur tour de s'abîmer en mer. Il faut filer. L'hélicoptère parvient à s'éloigner sans dommage et alerte les secours. À la base, le commandant Mike Noyes s'apprête à prendre le commandement d'un hélicoptère pour se rendre sur les lieux du drame. L'adrénaline a commencé à monter et je me suis dit qu'on allait chercher des survivants. Il sait qu'on peut survivre à un accident d'avion au-dessus de l'eau. La température de l'océan est d'environ 18 degrés. S'il y a des rescapés, certains pourraient tenir pendant 8 heures. Les gardes-côtes d'East Moriches, à Long Island, sont avertis de l'accident. Ils se précipitent. L'hélicoptère de sauvetage de la garde nationale aérienne est le premier sur les lieux. En dessous de lui, la mer est en flammes. Imaginez un feu de camp de 400 mètres de long avec des flammes d'au moins 2 mètres de haut. Pendant ce temps, la nouvelle du drame se répand sur les chaînes d'information. Voici les dernières nouvelles concernant le crash du vol TWA 800 au large de Long Island à New York. Aurélie et Walter Baker sont devant leur téléviseur. Ils comprennent qu'il s'agit du vol de leur fille, Michelle. Les premières images qu'on a vues étaient tournées depuis un hélicoptère. Il y avait des débris, des flammes jaillissant de l'eau. Et j'ai dit, mon Dieu. Aurélie se souvient alors de l'appel de dernière minute de sa fille. Tu crois qu'on devrait prendre le vol suivant? Ça pourrait valoir le coup. Michel lui avait expliqué l'offre de la TWA et Aurélie se rappelle avec horreur avoir dit à sa fille de rester sur le vol 800. Elle prie désormais pour que les deux jeunes filles n'aient pas suivi son conseil. Je me suis dit, peut-être qu'elles n'ont pas embarqué sur ce vol. Elles ont peut-être pris un autre avion et n'étaient pas à bord. Aurélie appelle les parents de Becky et tombe sur le père de la jeune femme, Donald Olson. Aurélie, ça va? Je lui ai demandé, est-ce que tu as reçu un appel de Becky disant qu'elles avaient changé leur réservation? Donald répond par la négative. Les filles n'ont pas appelé. Et là, Aurélie m'a dit, il y a eu un accident d'avion, allume CNN. Un 747 a explosé en plein vol, à une trentaine de kilomètres au sud de Long Island, au-dessus de l'Atlantique. Les deux familles comprennent que Michel et Becky ont bien embarqué à bord de ce vol. Elles ne peuvent que regarder les terribles images, tout en espérant qu'elles ont survécu au crash. On se parlait, on s'étreignait. On pleurait en se disant que nos filles étaient très sportives, qu'elles savaient bien nager. Les opérations de sauvetage sont cauchemardesques. Les sauveteurs cherchent des survivants. J'ai répété à Becky de nager. Toute la nuit. Aux États-Unis, en France et un peu partout en Europe, d'autres familles vivent le même cauchemar. Leur seul espoir, que quelque part dans ces eaux noires, ceux qu'ils aiment s'accrochent à la vie assez longtemps pour permettre au secours d'arriver. Le 747 qui a décollé de l'aéroport Kennedy emportait 230 passagers. Personne ne sait si certains d'entre eux ont survécu à l'explosion et à la chute vertigineuse qui a suivi. 2 heures après le drame, dans une obscurité grandissante, les centaines de sauveteurs continuent de scruter les eaux. Mais au bout de 3 heures, aucun d'eux n'a retrouvé le moindre survivant. Ils ont fouillé 13 km² d'océan.
Désormais, il ne fait plus aucun doute que les 230 personnes à bord ont péri lors de l'accident. L'hélicoptère de sauvetage rentre à sa base. On a fait de notre mieux pour trouver ceux qui auraient survécu à l'accident. Rentrer bredouille a été très dur. « 5 heures du matin. Le soleil se lève sur un océan où flottent les nombreux vestiges du vol 800. Des bateaux ramènent des débris à la station des gardes-côtes d'East Moriches. Les sauveteurs ont repêché 73 corps, mais aucun survivant. Jim, le père de Jamie Heard, comprend qu'il n'y a plus aucune chance pour que son fils s'en soit sorti. Ça n'est pas un moment agréable. On ne pense qu'à une chose. Dans mon cas, c'était d'aller chercher Jamie pour le ramener à la maison. La nouvelle de l'accident parvient au directeur adjoint du bureau du FBI à New York. James Kallstrom pense immédiatement que le crash n'est pas d'origine accidentelle. Mon instinct me disait qu'il y avait eu une intervention criminelle, terroriste. Moins de 12 heures après le plongeon mortel du vol TWA 800, les enquêteurs arrivent sur les lieux. Même les agents endurcis comme James Kallstrom sont choqués par ce qu'ils découvrent. Je n'oublierai jamais ces débris qui semblaient s'étendre sur des kilomètres. Les pilotes qui se trouvaient à proximité du 747 racontent que l'explosion a eu lieu soudainement. Mais les témoins oculaires au sol font état de quelque chose de très étrange. 50 ou 60 personnes ont dit « j'ai vu des trucs dans le ciel ». Certains disaient qu'ils montaient vers la boule de feu. Au total, 258 personnes diront au FBI qu'elles ont vu une traînée à travers le ciel au moment où le 747 a disparu. J'ai vu un trait lumineux rouge-orangé. Il était presque devant moi et il est allé jusque sur ma gauche. 2 personnes ont même photographié la chose. Sur la première photo, on voit une trace mystérieuse. La deuxième montre un objet dont la forme évoque un missile. James Kallstrom envisage une possibilité terrifiante. Le vol TWA 800 a-t-il été abattu par un missile terroriste? Une telle attaque, à quelques kilomètres du continent américain, marquerait une nouvelle escalade de la menace terroriste contre l'Occident. En Afghanistan, les États-Unis fournissent aux combattants de la liberté des missiles solaires tirés à l'épaulé. Et Kallstrom sait qu'un certain nombre de ces armes sont tombées aux mains de terroristes qui veulent s'en prendre à l'Amérique. Mais ces engins ont une portée qui ne dépasse pas 8 km. Or, le vol 800 est tombé à 13 km de la côte. Un missile de ce genre n'a donc pu être tiré que depuis un bateau. Les lieux du crime s'étendaient dès lors sur des milliers de kilomètres carrés d'océan, des milliers de kilomètres carrés à Long Island, dans le port de New York. Ça devenait une entreprise gigantesque. En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Les agents interrogent 670 témoins oculaires, vérifient minutieusement la circulation de 20 000 embarcations de la région et saisissent des bateaux volés et abandonnés pour les analyser. Sans succès. La théorie du missile prend alors une tournure des plus inattendues. Des rumeurs commencent à circuler sur Internet et dans la presse qui avancent une hypothèse incroyable. Le vol TWA 800 n'aurait pas été abattu par des terroristes, mais par l'armée américaine, accidentellement. James Kallstrom apprend qu'il y avait 8 bâtiments de guerre, 8 sous-marins et 5 avions de chasse dans un rayon de 550 km autour du lieu du crash.
un avion de patrouille maritime P-3 et un sous-marin étaient en plein exercice. Kallstrom ordonne à des dizaines d'agents du FBI d'éplucher leurs journaux de bord. Après des semaines de travail, ils sont en mesure d'affirmer qu'aucun missile ne manque à l'appel. Aucun missile n'a été tiré ce soir-là. Le FBI analyse également les deux photographies. Pour l'une, on découvre que le photographe avait le dos tourné au 747. Les spécialistes concluent que l'objet incriminé est en fait un avion. Quant à la trace mystérieuse sur l'autre, il s'agit d'un simple résidu sur la pellicule. Le FBI en déduit que la théorie du tir ami n'est pas fondée. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Pierre Salinger, ancien porte-parole du gouvernement Kennedy, fait une déclaration stupéfiante. Il affirme qu'il y a eu dissimulation et que le vol TWA-800 a bien été abattu par un missile de la marine américaine. Il dit même en avoir la preuve. À 13 km au large de Long Island, par 37 mètres de profondeur, les plongeurs de l'US Navy entament une tâche herculéenne. Remonter les vestiges du 747 de la TWA, éparpillés sur un périmètre de plus de 100 km². Pendant ce temps, le FBI se penche sur la thèse pour le moins effrayante avancée par Pierre Salinger. L'ancien porte-parole du président Kennedy affirme pouvoir prouver que la marine américaine a abattu l'avion par erreur. Nous en sommes au stade où nous sommes absolument sûrs que ce que nous avançons est vrai. Il dévoile un enregistrement radar du contrôle aérien montrant un objet mystérieux aux côtés du 747. Ce que nous voyons ici est un missile sur le point de frapper le vol TWA-800. Beaucoup de ceux qui nourrissent des soupçons à propos du crash soutiennent Pierre Salinger. Selon sa théorie, ce missile a été tiré depuis le USS Normandie, un croiseur lance-missile de classe Aegis qui se trouvait à 340 km au sud de Long Island. Le FBI analyse donc à nouveau les activités de la marine américaine dans la zone. Il s'avère bientôt que le vol TWA-800 était à plus de 160 km de la portée des missiles du Normandie. Nous avons vérifié toutes les munitions à bord du Normandie et des autres bâtiments de guerre de la zone. Nous avons examiné chaque sous-marin, chaque avion et chaque hélicoptère, même ceux qui n'étaient pas en mesure de tirer un missile. Mais il ne trouve rien de suspect. Les scientifiques analysent alors l'enregistrement radar et découvrent que la trace n'est qu'une interférence. C'est un phénomène bien connu appelé fantôme radar. Il s'agit d'images dupliquées du vol 18 de Jet Express qui volait non loin. La thèse du tir ami a fait perdre plusieurs milliers d'heures aux enquêteurs. Exaspéré, Kallstrom fustige cette théorie du complot lors d'une conférence de presse. Je peux vous assurer que nous avons envisagé chaque angle, chaque possibilité. Et les forces militaires américaines n'ont rien à voir avec cette terrible tragédie. Une arme terroriste, bombe ou missile, reste donc le suspect numéro 1 pour expliquer la disparition du vol 800. Mais le seul moyen d'identifier formellement la cause de la tragédie est d'analyser les restes de l'appareil. Cette tâche incombe au NTSB, l'homologue américain du bureau Enquête Accident. Sa priorité, retrouver les enregistreurs de l'avion, les fameuses boîtes noires. Dès le lendemain du crash, les plongeurs de la marine ont passé au peigne fin la zone contenant les vestiges du 747. Un travail lent et dangereux, car les fonds marins étaient jonchés de fragments coupants. Après 6 jours de labeur, toujours aucune trace des boîtes noires. Il est possible que les courants les aient ensablées.
Puis, le 7e jour, un plongeur repère quelque chose. Une tache orange. L'enregistreur phonique. Oui, tu vois la balise? On prend une photo? Il s'agit bien de l'enregistreur phonique. Quelques secondes plus tard, nouveau coup de chance. L'enregistreur de paramètres n'est qu'à quelques mètres. Il y a les deux. Quel bol! Les plongeurs remontent rapidement les deux boîtes noires. Pour éviter qu'elles ne s'abîment sous l'effet de l'oxydation, on les transporte dans de l'eau salée. Pour Robert Swain, enquêteur au NTSB, c'est une découverte capitale. Lorsque les plongeurs ont remonté les boîtes, les membres du NTSB étaient fébriles. Pourtant, il y a un problème. Les boîtes ont été tordues et éventrées par le choc. Les enquêteurs craignent que les bandes à l'intérieur soient inutilisables, mais ils les expédient malgré tout en urgence au siège du NTSB. Un technicien va tenter de les faire parler. Avec précaution, il extrait la bande de l'enregistreur phonique de son caisson de protection et l'installe sur le lecteur. Contre toute attente, elle est intacte et parfaitement audible. TWA 800, tournez à gauche au cap 050, contournement de circulation. Gauche 050, vecteur ascension. Les spécialistes analysent soigneusement les conversations des pilotes et les paramètres de la deuxième boîte noire. Stabilisation à 13 000. Ils écoutent avec une attention particulière les dernières secondes de l'enregistrement pour trouver l'explication de la disparition soudaine de l'avion. Mais à 20h31 12 secondes, la bande devient subitement muette. Quoi qu'il soit arrivé au vol 800, les pilotes n'ont pas eu le temps de réagir. Après la joie de la découverte des enregistreurs, c'est la déception. Aucun des enregistreurs ne nous a appris quoi que ce soit. Les enquêteurs sont désormais tributaires des débris d'épave pour trouver des indices. Si le vol TWA 800 a été victime d'une bombe ou d'un missile, on en trouvera les traces. Les experts du NTSB examinent les fragments au microscope électronique. Ils cherchent les micro-piquages distinctifs qu'un explosif laisse sur les surfaces métalliques. Ancien enquêteur sur l'accident du vol Panam 103, le spécialiste des métaux Jim Wildy sait parfaitement à quoi ressemblent les dégâts causés par une bombe, mais il n'en trouve aucun. Nous avons analysé chaque centimètre carré de chaque fragment, chaque fissure, chaque surface. Tous ces éléments ont été examinés en détail pour trouver les traces d'une bombe ou d'une explosion, mais il n'y en avait tout simplement aucune. Au même moment, les experts de la police scientifique du FBI prélèvent 9000 échantillons pour procéder à des analyses chimiques. Ils savent que les résidus d'explosifs peuvent persister même sous l'eau. Mais au bout de plusieurs semaines, eux aussi avouent avoir fait chou blanc. C'est alors que le FBI fait une découverte capitale. Des traces microscopiques d'un explosif d'origine inconnue ont été découvertes sur le vol TWA 800. J'ai reçu un appel téléphonique du chimiste en chef de la police scientifique m'informant qu'on avait découvert des traces infimes de RDX et de PETN. Il s'agit de produits chimiques présents dans les explosifs plastiques. Il semble que les enquêteurs s'acheminent enfin vers une explication. On pense de plus en plus à une bombe. C'est une découverte extraordinaire. Ces traces ont résisté plusieurs semaines sous plus de 30 mètres d'eau salée. Elles ont été préservées sous une couche d'adhésif qui assurait la jointure entre des dalles de revêtement de sol. Cet indice semble confirmer la présence d'une bombe terroriste à bord du vol 800. Pourtant, James Kallstrom est sceptique. Ça n'avait aucun sens. Au départ, on s'est dit « super ». Mais ces données n'avaient aucun sens. Le revêtement de sol récupéré ne montrait aucune trace d'explosion.
Toujours en mal d'explication, le FBI se penche alors sur l'historique de l'avion. Les agents analysent les dizaines de fois où, entre deux vols, la TWA a loué l'appareil. Et ce travail s'avère payant. Un mois seulement avant le crash, la police de Saint-Louis a loué le 747 pour entraîner des chiens policiers. Les maîtres chiens expliquent au FBI qu'ils ont utilisé pour l'occasion du RDX et du PETN, précisément les deux substances trouvées dans les débris du vol 800. Ils ajoutent en outre qu'un des contenants fuyait et aurait pu laisser filtrer de petites quantités d'explosifs. Les traces d'explosifs sont donc bien réelles, mais elles n'ont rien à voir avec l'accident. L'enquête est dans l'impasse. 6 mois après la tragédie, le FBI n'a pu trouver aucune trace d'attaque de missiles ou de bombes terroristes. Le NTSB envisage dès lors la possibilité d'une panne mécanique aux conséquences catastrophiques. Dans un hangar de Calverton, dans l'État de New York, Jim Wildy et son équipe commencent à reconstituer le 747 à partir du million de pièces récupérées. Il ne leur faut pas moins de 3 mois pour reformer la section centrale. Le fuselage présente de très nombreuses cassures. Pour définir l'endroit initial de la rupture, Jim Wildy doit déterminer leur ordre d'apparition. Les premières cassures partent d'ici, dans le fuselage, juste à l'avant du longeron avant, près du ventre de l'avion. L'ordre dans lequel elles sont apparues permet à Jim Wildy de deviner comment l'avion s'est disloqué. Les cassures sous l'avion ont provoqué l'arrachement d'une partie du ventre de l'appareil. Puis, une fois la partie inférieure du fuselage arrachée, d'autres cassures sont montées des deux côtés de l'avion. Lorsqu'elles se sont rejointes, le nez s'est détaché du corps de l'avion. Jim Wildy doit désormais découvrir ce qui a provoqué la cassure initiale. Il examine la partie située juste derrière l'endroit où celle-ci est apparue, à hauteur du flanc du réservoir central. Un réservoir aussi spacieux qu'un garage pour 2 voitures. L'espace intérieur est divisé en plusieurs sections par des panneaux d'aluminium. Jim Wildy cherche des indices. Et à l'intérieur du réservoir, il décèle quelque chose. Une série de traces d'impact sur le longeron avant du réservoir. C'est une découverte capitale. Jim Wildy suppose que les panneaux d'aluminium sont venus violemment heurter le longeron avant. Le scénario le plus plausible est dès lors une explosion à l'intérieur du réservoir. À l'impact, il y a eu rupture. Ces raidisseurs ont été endommagés, le longeron avant a cédé et le reste de l'avion a fait de même. Jim Wildy est convaincu que c'est une explosion dans le réservoir central qui a provoqué la chute du 747. Le coupable, le carburéacteur. En épluchant le carnet carburant, les enquêteurs découvrent que l'équipe au sol a laissé ce réservoir presque vide. Il ne contenait que 190 litres, soit une simple flaque au fond du réservoir. C'est une quantité qui paraît dérisoire au regard des dégâts occasionnés. Mais Jim Wildy sait que le carburéacteur a des propriétés particulières, comme le montrent ces images prises au laboratoire d'essai de la FAA, l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile. À l'état liquide, il est peu inflammable. Mais une fois confiné dans un réservoir et chauffé, il se vaporise, devenant dès lors très inflammable. Les enquêteurs doivent découvrir si le carburant du réservoir central du vol 800 a pu chauffer au point d'atteindre son point d'inflammabilité. Ils savent que la centrale de conditionnement d'air est logée juste sous le réservoir central. Elle produit un air frais et respirable pour la cabine en utilisant de l'air chaud prélevé sur les moteurs.
De l'air suffisamment chaud pour cuire un poulet circule à quelques centimètres du fond du réservoir. Les enquêteurs calculent que le point d'inflammabilité dans le réservoir central est particulièrement bas, à seulement 35,8 degrés. Le système d'air conditionné a-t-il chauffé le carburant suffisamment pour qu'il atteigne cette température? Pour le découvrir, les experts du NTSB et de la FAA mettent sur pied une expérience audacieuse, reconstituer le vol 800. Ils remplissent donc le réservoir central d'un 747 avec 189 litres de carburéacteur, après l'avoir équipé de 90 capteurs de température. L'avion stationne sur le tarmac, climatisation allumée pendant 2 heures 3 quarts. Puis, il décolle. Il effectue la même ascension que le vol TWA 800. Les risques sont calculés et ils ne sont en rien différents de ceux que courent chaque jour des milliers d'avions. 12 minutes plus tard, l'avion est à 4200 mètres, l'altitude à laquelle le vol TWA 800 a explosé. En regardant les indications fournies par les capteurs de température, les enquêteurs ont un choc. La température dans le réservoir central est de 52,7 degrés, soit 17 degrés au-delà de la température d'inflammabilité. L'essai en vol a démontré que le réservoir central était devenu inflammable. Pour confirmer que cela pouvait provoquer une explosion suffisamment puissante pour éventrer le réservoir, les ingénieurs construisent une maquette au 1/4. Ils remplissent ce réservoir avec des vapeurs de carburant, puis y mettent le feu. La puissance de la déflagration est plus que suffisante pour éventrer le réservoir. Les tests ont montré que la pression dans le réservoir peut conduire à sa rupture. Cependant, les experts ignorent toujours ce qui a provoqué l'embrasement des vapeurs. Ils savent qu'il y a eu 7 explosions de réservoirs au cours des 33 années précédentes, mais toutes ont été provoquées par des phénomènes sortant de l'ordinaire, la foudre, un sabotage ou encore la perte d'un moteur. Robert Swain se penche sur tout ce qui a pu être source d'étincelles. Il conclut que la source de l'ignition est d'origine électrique et qu'elle était à l'intérieur du réservoir. En éliminant un bon nombre de sources potentielles, on revenait systématiquement au câblage et à l'indicateur de jaugeur de combustible. Des câbles relient le poste de pilotage à des sondes de carburant logées à l'intérieur du réservoir central. Les câblages se croisent près du sommet du réservoir pour arriver à ce boîtier de raccordement électrique. Robert Swain examine alors cette pièce et constate que ses arêtes sont particulièrement coupantes. Elles étaient assez tranchantes et dures pour couper la gaine des câbles. Il pense alors qu'un des câbles à l'intérieur du réservoir s'est trouvé dénudé et qu'une étincelle a pu s'y produire. Pourtant, une question subsiste. Les fils électriques circulant à l'intérieur du réservoir acheminent un voltage très bas, trop bas pour provoquer une étincelle. Robert Swain suit le câblage des sondes de carburant à la sortie du réservoir. Ce câblage rejoint des câbles à haut voltage, alimentant l'éclairage en cabine et d'autres systèmes de l'appareil. Des câbles qui courent en gros faisceaux le long du ventre de l'avion. En analysant l'ensemble des fils électriques du 747 accidenté et ceux d'autres avions du même âge, 25 ans, l'expert fait une découverte troublante. Nous avons été choqués par l'état de ces câblages. Robert Swain trouve des résidus de liquide et des copeaux métalliques sur les faisceaux de câbles. Certains câbles sont éraflés. D'autres ont été réparés avec du Chatterton. Et d'autres ont une gaine isolante défectueuse. Il en conclut que le vieillissement des câblages du 747 a pu provoquer un arc électrique au niveau des fils reliés au réservoir. En arrivant dans ce dernier, le courant a provoqué un court-circuit
créant une étincelle qui a mis le feu aux vapeurs de carburant. Les enquêteurs savent qu'il y a dans le monde environ 1200 Boeing 747 en service. Tous sont susceptibles de connaître un problème identique, ce qui menace de fait la vie de milliers de passagers. Après cette enquête de longue haleine, les enquêteurs du NTSB ont la certitude que c'est bien l'explosion dans le réservoir qui a provoqué la destruction du 747. Cependant, ils n'en ont aucune preuve. Les courts-circuits ne laissent souvent aucune trace physique. Leur seul espoir de vérifier leur hypothèse se trouve dans les boîtes noires et les données qu'elles renferment. TWA 800, tournez à gauche au cap 050, contournement de circulation. Les 13 minutes d'enregistrement ne semblent rien receler d'anormal. Montons à 15 000. Mais en repassant la bande, les enquêteurs entendent quelque chose de bizarre. Juste avant l'interruption de l'enregistrement, il y a 2 pauses très brèves. Chacune dure une fraction de seconde. Mais ce sont les signes avant-coureurs d'une rupture d'alimentation. C'est une découverte capitale. Ces 2 brèves interruptions viennent étayer la théorie du court-circuit émise par les enquêteurs. Et il peut se produire sur n'importe lequel des 1200 Boeing 747 en service dans le monde. C'est l'ultime pièce du puzzle. Les enquêteurs ont reconstitué l'enchaînement des événements malheureux qui ont conduit à l'explosion du vol TWA 800. Ils savent ce qui a détruit un avion de ligne de 300 tonnes 12 minutes après son décollage et provoqué la mort des 230 personnes qui se trouvaient à bord. H moins 12 minutes 30. Le vol 800 décolle. Son système d'air conditionné a permis de rafraîchir l'atmosphère en cabine pendant l'attente sur le tarmac. Mais il a aussi échauffé le carburéacteur du réservoir central jusqu'à son point d'inflammabilité. Le réservoir est désormais rempli d'environ 50 mètres cubes d'un mélange hautement inflammable d'air et de carburant. Le 747 est une bombe volante. H moins 44 secondes. Montons à 15 000. À cause du mauvais état des fils électriques, du courant à haut voltage gagne les câbles reliés au réservoir central et pénètre jusqu'à l'intérieur. En arrivant dans une portion où un fil électrique est à nu, le courant passe sur une autre surface métallique, provoquant un court-circuit. L'étincelle met le feu au mélange de vapeur de carburant et d'air. C'est l'accident. L'explosion souffle un des panneaux intérieurs qui emboutit la paroi extérieure du réservoir, la projetant contre le fuselage du 747. L'avion, qui vole alors à 650 km/h, est soumis à des pressions extrêmement élevées. Et la première fissure dans le fuselage s'étend à toute vitesse. D'autres se forment bientôt, et en 4 secondes, elles se rejoignent au sommet de l'avion, décapitant le 747. Le nez tombe comme une pierre. Le reste de la carlingue, où sont assis la plupart des passagers, monte. D'après les enquêteurs, c'est cette traînée de lumière que les témoins oculaires ont observée. À 4600 mètres d'altitude, ce qui reste de l'avion perd de la vitesse. Une minuscule étincelle a provoqué la destruction de l'énorme 747 et le décès de 230 personnes. Il faudra plus d'1 an pour identifier les dépouilles des victimes, principalement grâce à l'analyse ADN. Les familles font construire un mémorial à Long Island en hommage aux disparus. Le monument de Smith Point est un témoignage d'amour. On a utilisé un morceau de marbre noir pour faire le panneau central et y inscrire les noms de toutes les familles. C'est ici que Jim Hurd
vient se souvenir de son fils Jamie. C'est l'endroit où je suis le plus proche de là où il repose, car ce qui reste de lui est dans l'océan. C'est là qu'il est. Quand la brume commence à apparaître, très tôt le matin, doucement, on sent une présence. Ce désastre est reçu comme un signal d'alarme par l'industrie aéronautique. La FAA rédige plus de 70 consignes de navigabilité pour éliminer tout risque d'accident lié à une étincelle accidentelle et pour faire améliorer le câblage électrique des réservoirs de carburant. Ces consignes concernent 7500 avions appartenant à des compagnies américaines. Boeing met en œuvre ces directives et installe également un générateur d'azote embarqué, un appareil qui remplit les réservoirs de gaz inerte pour empêcher le carburéacteur de prendre feu. Le premier avion de ligne équipé de ce système est sorti au cours de l'été 2005. Et à partir de 2007, tous les Boeing 747-700 seront équipés de cette nouvelle technologie.